Bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des qualifications des Knicks et du Thunder en finale de conférence, de l'égalisation des Wolves et des Cavaliers à 2 partout dans leur série et de la loterie de la draft 2026. Pour discuter de tout ça avec moi, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui, à commencer par la loterie. Si tu veux bien, je vais commencer par ça. Enfin, on va commencer par ça, toi et moi, mais je vais commencer par expliquer 2-3 choses. Alors, on va pas faire une analyse des prospects de la draft. Hein. C'est pas chez nous qu'il faut aller pour faire ça. Charlie, les dieux du basket n'ont pas écouté Adam Silver et tous ceux qui se sont plaints du tanking sans vergogne mené par certaines équipes tout au long de la saison, surtout dans la dernière moitié où certaines franchises rivalisaient d'ingéniosité pour perdre le maximum de matchs sans se prendre une amende par les hautes autorités de la NBA. Au final, les Wizards, le Jazz et les Grizzlies ressortent vainqueurs de ce qui devrait être la dernière loterie avant la réforme annoncée par la NBA. Les Bulls se sont hissés en 4e position et on espère pour eux que le nouveau front office fera mieux que le précédent pour identifier des talents capables de modifier la trajectoire désastreuse qu'emprunte cette franchise depuis pas mal d'années maintenant, trop longtemps au goût des fans des Bulls probablement. Ça tombe bien, tout le monde précise qu'il s'agit d'une draft à 4 talents et qu'il y a une incertitude concernant le reste des jeunes joueurs qui composent ce cru 2026. De mon expérience, je dis attendons de voir quand les vrais matchs NBA débuteront. Il y a toujours eu des jeunes annoncés comme des stars en devenir qui s'écroulent totalement et des joueurs dont personne n'entend parler et qui, une fois jetés dans le grand bain de la NBA, viennent surprendre tout le monde par leur capacité à peser chez les professionnels. Personnellement, je n'ai pas les compétences pour vous parler de tous ces jeunes talents. On fera nos devoirs sur ce sujet plus tard. On bossera un petit peu sur notamment les premiers pics de draft. On essaiera de vous en parler du mieux qu'on peut, mais très sincèrement, vous savez qu'ici, dans notre podcast, on parle beaucoup de NBA, mais exclusivement même de NBA, et très peu du reste. Moi, j'ai pas suivi la carrière universitaire de tous ces jeunes joueurs. L'histoire incontournable de cette loterie reste toutefois l'échange qui a eu lieu entre les Clippers, dont on attend toujours les éventuelles punitions dans l'affaire Aspiration, qui aurait pu concerner des pics de draft futurs, mais apparemment, ça ne sera pas le plus juteux d'entre eux, celui qu'ils vont récupérer grâce aux Pacers, dont le général manager Kevin Pritchard s'est fait atomiser depuis dimanche pour avoir osé prendre un risque afin de récupérer un des meilleurs pivots défensifs de la ligue, dans un effectif qui a fait les finales NBA pas plus tard que la saison passée, je le rappelle. Je ne dis pas que c'est brillant de sa part, mais comme il l'a très bien expliqué lors de ses nombreuses sorties médiatiques depuis, parce qu'il n'a pas rechigné à s'expliquer pour le coup, la NBA vous oblige à prendre des risques si vous voulez exister dans cette ligue. Parfois ça fonctionne, parfois ça capote. Oui, toute considération faite de la valeur potentielle du pick qui s'en va chez les Clippers, qui auront le 5e choix, le deal pour récupérer Ivica Zubac paraît cher payé, mais comme l'a souligné Kevin Pritchard, dans ce métier, tu vis forcément avec ce type de risque. Cette équipe, pour moi, se jugera la saison prochaine, au complet, et à la vue des autres deals que le front office sera en mesure de faire entre-temps. Détail amusant, Charlie, John Hollinger, qui a travaillé au sein du front office des Grizzlies, souligne dans The Athletic que les talents à partir du 5e pick sont majoritairement des profils meneurs de jeu, arrière, si tu draftes au potentiel, bien évidemment, et que les Clippers, qui vont avoir à sélectionner un joueur dont le salaire, quand tu sélectionnes un 5e choix de draft, tu es dans la fourchette des 7 millions, 8 millions de dollars par saison. Donc ça va peser dans le salary cap. Et potentiellement, ce qu'il explique, c'est qu'ils vont devoir faire un choix concernant l'avenir de Darius Garland, peut-être plus rapidement que prévu. On verra quel choix ils font in fine à la draft. Mais ça sera pas la saison prochaine, on va dire, mais potentiellement la suivante. Les 2 joueurs sous contrat à l'été 2027 côté Clippers, les 2 seuls joueurs sous contrat à l'été 2027 côté Clippers, c'est Garland et leur pick de juin prochain. Donc c'est assez intéressant aussi ce jeu t'as un coup de bol, mais en même temps tu te retrouves
toujours avec des décisions à prendre en NBA. C'est comme ça. Oh bah, ça c'est clair, et c'est d'ailleurs bien ça qu'a fait Indiana, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ils sont très critiqués, c'est que tu prends des décisions, prendre des décisions ça implique de prendre des risques. Alors certes là, Indiana est perçu comme les grands perdants de la loterie, mais bon, c'est sûr que ça renforce l'idée qu'il y a intérêt que Zubac fonctionne bien avec cette équipe, parce que le package envoyé est important. Pour autant, moi j'ai vu des gens résumer ça en disant ils ont envoyé le 5e choix, Bénédicte Mathurin, etc., etc. Les gars, Bénédicte Mathurin, ils allaient le perdre quoi qu'il arrive, puisqu'ils ne comptaient pas lui donner le contrat qu'il espérait. Donc il l'aurait quoi qu'il arrive probablement perdu cet été. Alors, ok, ils ont perdu ce pic, certes c'est un pari perdant, certes c'est un coup dur pour eux, parce que le pic il était protégé top 4, donc le fait qu'ils pop 5e, en fait ils perdent la plus haute valeur de pic possible, mais c'est un risque qu'ils étaient prêts à assumer, et comme tu l'as dit, dans toutes les mock drafts aujourd'hui qui circulent au-delà du top 4, il y a quasiment que des profils de meneurs arrière, donc pas nécessairement des profils dont les Pacers avaient besoin, et ce qui est le plus probable à mes yeux aujourd'hui, c'est qu'ils étaient prêts à perdre un pic hors du top 4 parce qu'ils estimaient que, mis à part le quatuor dont tout le monde parle, il n'y avait pas dans cette draft un joueur capable de contribuer à court terme dans une équipe qui sera ambitieuse la saison prochaine. La fenêtre pour les Pacers autour d'Haliburton, Siakam, Zubac, c'est une fenêtre qui est courte, et on a beaucoup parlé ces dernières années, notamment dans le cas des Warriors, des principes de double timeline. On a toujours dit que les doubles timelines, c'était quelque chose de très compliqué à gérer et que c'était pas forcément l'idéal pour une équipe ambitieuse. Indiana sait éviter ce scénario-là. Donc, oui, ça fait mal au cœur. C'est clair qu'ils ont perdu leur pari. Ça aurait été beaucoup mieux de pouvoir conserver le pic. Là, pour le coup, c'est vraiment les Clippers qui leur eu mauvaise. Mais je pense qu'il n'y a pas de catastrophe. Et puis surtout, comme tu l'as dit, on jugera la saison prochaine en fonction du niveau de l'équipe. Et si les Pacers l'année prochaine, ils sont performants, il y aura quand même pas grand monde pour regretter ça. Et en fonction du niveau des pics de draft. Je veux dire, à chaque fois, exactement, tous les ans, c'est le même cirque, excusez-moi de dire ça, mais c'est un peu la même danse qu'on fait tous en étant là, ouais, machin. Comme si choper un pic dans le top 5, ça te garantissait quoi que ce soit, mais absolument pas. Oui, c'est ça. Absolument pas. Tu vois, typiquement, sur Washington, donc Washington a récupéré le premier choix de la draft, et c'est super pour eux, parce que ça, plus l'effectif actuel, avec tous les trades qu'ils ont fait à la deadline, la franchise a enfin toutes les cartes en main pour monter en puissance, pour passer enfin à un cap qu'on attend depuis très longtemps, c'est génial. Mais moi, j'ai vu des commentaires, les gars, et j'ai vu des mecs dire la saison prochaine, Washington sera une équipe très forte à l'Est, etc. mais en fait, comment c'est possible de dire ça maintenant? Dire ça après les trades pour Trae Young et Anthony Davis, à la limite, pourquoi pas, si t'es persuadé que c'est un duo qui va très bien fonctionner, que ça va propulser l'équipe dans une nouvelle sphère d'ambition, à la limite. Mais dire ça quand ils ont eu le first pick sans même savoir qui ils vont drafter, bon, j'ai l'impression que tout le monde a l'air de s'accorder à dire qu'ils vont plutôt partir sur Dibanza, mais j'ai entendu dire qu'ils sont prêts à transférer le pic également, ouais, voilà, c'est ça. à descendre dans la draft, oui, pour récupérer des talents, justement. Enfin, pour l'instant, c'est un chantier total, les Wizards. Ouais, il y a aucune conclusion à tirer concernant récupérer des talents ou aller récupérer une superstar, parce que si tu proposes un package, par exemple Anthony Davis et le first pick, tout à fait. Je pense que tu peux mettre la main sur beaucoup de joueurs qui sont en situation, qui sont un peu frustrés de leur situation. Bon, voilà. Toutes les possibilités sont sur la table pour les Wizards. C'est ça qui est. C'est ça qui est génial pour eux. C'est ça qui est génial pour eux. C'est que là, vraiment, ils ont toutes les cartes en main. Maintenant, reste à ne pas faire de conneries, reste aussi à faire les bons choix. Pour le moment, j'avoue que moi, je suis pas très convaincu par ce qu'on nous annonce sur l'été des Wizards, notamment au niveau du coaching staff. Visiblement, il n'y a pas de volonté de changer, ce qui, ça, moi, pour le coup, m'interroge un peu. Mais voilà, cette loterie, elle est intéressante parce que les 4 joueurs, ça fait très longtemps qu'on nous les vend et que ils atterrissent dans 4 équipes qui ont besoin d'eux. Ouais, et à la limite, Washington a peut-être un peu moins dans la nécessité que les 3 autres. Mais bon, écoute, ça va être intéressant à voir. Et effectivement, le 5e pick des Clippers, personne aujourd'hui n'est capable de dire quelle valeur il aura dans 2 ou 3 ans, en fait. Exactement. Et je veux dire, s'il y a un truc que l'histoire nous apprend, c'est bien ça. Si tu regardes les meilleurs joueurs de la NBA aujourd'hui,
C'est pas facile forcément de trouver un premier pick ou un deuxième pick ou un top 3 de la draft, quoi. Exactement. En fait, Shai Gilgeous, il était 11e pick. Nikola Jokic, il était au deuxième tour, 41e choix. Antetokounmpo était 15e choix, je crois, un truc comme ça. Il y a quand même énormément d'exemples de joueurs qui comptent, qui n'ont pas du tout été pris dans le top 10 de leur draft. en fait, le seul truc dont on C'est peut pas une être sûr, science, quoi, exact, ce truc. voilà, le seul truc dont on peut être sûr, c'est que le joueur qui sera drafté avec le 12e choix finira par exploser. Parce qu'il sera à OKC. C'est tout ce dont on peut être sûr. Et tu fais bien de le dire. J'ai vu, ouais, mon Dieu, quel drame encore pour les Nets, pour les Kings. Ah, les Kings, rendez-vous compte. Ils ont tanké comme des cochons et puis finalement, ça paye pas. Ouais. Alors, d'une, c'est le jeu de la loterie, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est exactement ça. Et encore une fois, je vais encore taper sur les Kings, mais j'y peux rien. Si leur proprio n'a aucune idée de ce qu'il fait, et c'est de la faute à personne sauf la sienne. Cette franchise est mal dirigée, mal gérée, mal conçue, mal pensée, et ça développe pas des talents. Posez-vous la question de pourquoi il y a un nombre de joueurs incalculables qui sont passés par les Kings et qui aujourd'hui ont explosé dans leurs équipes respectives, quoi. Il y a un moment, il faut se poser la question de savoir de pourquoi, du comment. Il y a des franchises comme ça, même des franchises qui sont pas mauvaises en tant que telles, elles sont pas douées pour développer des jeunes talents. Si t'es un rookie, t'as plutôt pas intérêt de tomber dans certaines franchises, quoi. Parce Oui. que c'est pas là que tu vas être servi en termes de développement, d'avoir le temps de te former, et ainsi de suite. Bizarrement, le Thunder, eux, ils arrivent à tout faire. Ils peuvent non seulement courir après le titre, et en plus, ils développent des talents internes. Eux, c'est comme ça que Sam Presti a construit la machine. Ouais, Les Spurs aussi ont construit la machine comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est inhérent à comment dire, à leur construction et au fait que ce soit des petits marchés. Et ils sont contraints. Dans leurs contraintes, ils ont identifié des talents et les développer parce que il y a peu de chances qu'on arrive à les choper autrement, les talents. Et bah, tu regardes ces deux franchises-là, elles sont extraordinaires. Et Sam Presti, soit dit en passant, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui auraient oublié, Sam Presti sort de l'école Spurs. Il était aux Spurs, il a été formé là-bas. Donc voilà. Ouais, non mais écoute, ça va être intéressant de voir. Moi, la seule chose, j'avoue, qui me fait un peu tiquer pour les Nets, c'est que donc ils se retrouvent 6e, dont a priori dans un range où il y a quasiment que des combos arrière, quoi. Et en fait, l'année dernière, ils ont déjà drafté, je sais pas, Ah ouais. 3 ou 4 profils similaires. Sachant qu'il y a potentiellement sur leurs 5 pics de draft, je crois, il y a potentiellement 2 joueurs qui ont l'air de, à l'heure qu'il est, d'avoir un profil NBA. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est compliqué. Bref, c'est beaucoup plus dur. Et ça, tu vois, Pritchard, je pense que j'ai écouté la totalité de ses sorties médiatiques. Pritchard, il l'explique bien. C'est drafter un talent, identifier un talent, c'est peut-être un des exercices les plus durs pour un front office. Ouais, et puis le développer aussi. Ouais, complètement. Bah, le développer, ça veut dire que tu as la structure pour le faire. Oui, c'est ça. Oui, Donc, et puis ouais, et puis que t'as. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une question de structure. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu vois, typiquement là. Faut que ça soit compris dans ton fonctionnement, quoi. Voilà, tu vois, Si ça typiquement l'est les pas, Warriors là qui ont le 11e pick. Eh ben moi, je suis pas rassuré pour le rookie qui va débouler là-bas, alors qu'on a quand même l'air de se diriger vers un espèce de grand spectacle de fin de carrière de Steph Curry, Draymond Green avec Steve Kerr, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment le bon contexte pour qu'un jeune se développe? Ouais, complètement, ouais. Pas convaincu. Des fois, tu draftes au talent et tu vois, c'est pareil, c'est toute cette discussion qu'on peut avoir tous les ans sur est-ce que tu draftes au talent, est-ce que tu draftes à la personnalité, est-ce que ça dépend du profil de ton équipe, est-ce que ça dépend de ce que tu recherches à court, moyen, long terme. Il y a énormément de questions que tous les front office avec lesquelles les front office doivent jongler en permanence. Et c'est pour ça que une franchise qui parvient, comme le Thunder, comme d'autres, à, à obtenir des résultats, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail de fond extrêmement rigoureux. C'est jamais un hasard. Tout à Très fait. sincèrement. Hein. C'est les Pacers qui vont en finale la saison dernière, c'est pas un hasard.
si tu regardes les moves qui ont été faits, et d'ailleurs, et c'est pareil, il l'a expliqué. Tu fais venir Aaron Nesmith, un mec qui vient de Boston, sur qui personne a compté. Pascal Siakam, personne n'était hyper emballé. Moi, le premier, par sa venue aux Pacers. Et pourtant, pour lui, il a vu une opportunité. Il a vu un joueur qui allait matcher bien avec Haliburton. Mais pareil, t'as aucune certitude tant que c'est pas concrètement sur le terrain. T'as aucune certitude de la manière dont ton coach, est-ce que ton coach est le bon coach pour les joueurs et les talents qui sont dans ton effectif? Est-ce que ton coach est le bon coach pour développer les jeunes talents? Ouais, et puis Est-ce que ton coach est le bon coach pour gérer les vétérans et leur donner l'espace nécessaire et nourrir leurs ambitions? C'est hyper compliqué, c'est énorme comme machine. Et puis tout ça, c'est que des êtres humains, donc t'imagines bien la complexité du truc, quoi. Non, mais effectivement, et je suis d'accord, l'exemple d'Indiana de la saison dernière, il est excellent, parce que cette équipe, sa construction, elle est incroyablement cohérente, tu vois, on a souvent parlé du cas de Nembhard. Nembhard, c'est un mec, c'est un mec du deuxième tour, et pourtant, il n'y a aucun moment où Carlisle hésite sur l'identité de la personne à mettre aux côtés d'Haliburton. Il sait que c'est ça qui fait le plus de sens, et ça se passe extrêmement bien, et c'est un des backcourts les plus agréables à avoir joué de la saison, tu vois, donc c'est... Complètement. Et c'est comme là, un autre truc que je trouve hyper intéressant, c'est, alors t'as plein de jeunes talents qui sont en play-off ou qui sont passés dans ces play-offs là, qui ont été éliminés depuis. Voilà, regardez qui est sur le terrain et qui ne l'est pas. Quel joueur a réussi à gagner la confiance de son coach et quel joueur est en train de faire banquette et ne voit pas la couleur du jour sur le parquet, quoi. Et voilà, des fois. Je parle de Bronny James. Mais non, mais je veux dire, non, mais il y a pas mal de joueurs. Je pense à Keon Ellis, et c'est peut-être pas juste j'ai pas envie de l'isoler dans cette conversation. Et je pense que c'est un joueur qui, à terme, peut tout à fait évoluer de manière bénéfique. Mais voilà, Keon Ellis qui est recruté avec Schroeder. Bah, Schroeder, il joue à Cleveland. Et Keon Ellis, aujourd'hui, il n'arrive pas à trouver de minutes sur le terrain. Bon. Il y a plein de trucs. Et pourtant, quand on entend parler en saison régulière, bah, tu te dis, ah, Keon Ellis, c'est incroyable, il aiderait n'importe quelle équipe. Est-ce qu'on en est sûr? Non, on n'en est jamais sûr. Donc voilà. Autre perdant quand même de cette loterie, c'est les Pelicans. Eux, c'est un vrai perdant pour le coup. Parce que grosso modo, si tu mets en bout à bout leurs décisions, ouais. Ils ont perdu in fine le cinquième pick de draft et le huitième qui part à Atlanta. Tout ça pour récupérer le 13e pick de draft de 2025 qui était Derrick Queen. Ouais. Et alors Derrick Queen, c'est bizarre ça. Parce que Derrick Queen quand même, il y a eu un moment dans la saison où on s'est dit putain en fait ils ont eu tellement raison de le faire et puis après on s'est dit est-ce que vraiment ils ont eu raison de le faire? Bah est-ce que ça vaut 2 picks de draft dans une draft réputée forte? Je sais pas. Attends, la draft elle est réputée forte au-delà du top, dans le top 4, hein. Au-delà du top 4, moi j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus mitigé. Exactement. On verra. Et puis Derrick Queen, pour le coup, c'est un intérieur. Il a montré des choses encourageantes. On verra bien son évolution. Ok, mais est-ce qu'il est compatible avec Zion? C'est très drôle. On verra. Allez, on va pas reparler des playoffs. On va parler, si tu veux bien, des deux équipes qui se sont qualifiées en finale de conférence. On va commencer par le point final donné à la série Knicks-Sixers. Okay. New York qui a atomisé Philadelphie dans le 4e match pour se qualifier donc en finale de conférence Est pour la 2e année consécutive. Avec la manière, j'ai été assez interloqué, Charlie, par le nombre de commentateurs qui hésitaient encore après les 2 premiers matchs à les placer clairement devant les autres franchises de cette conférence Est dans la hiérarchie, on va dire, et comment le Game 4 a converti tout un tas d'entre eux à en faire, au point d'en faire un potentiel favori pour le titre. J'ai entendu un calcul de podcast où tout le monde est là, oh, j'y croyais pas, mais maintenant, je vois la lumière au bout du tunnel pour les Knicks. C'était trop drôle. En même temps, c'est pas étonnant quand tu vois la manière dont les Knicks déroulent leur basket depuis plusieurs matchs. On en a parlé, toi et moi, la dernière fois déjà. C'est ce qu'on avait dit. Et tu vois, ça aussi, on l'avait souligné. C'est pour cette raison que tu vires Tom Thibodeau, malgré la finale de conférence qu'il a faite, lui et également la saison dernière, pour Mack Brown à sa passe. Mack Brown a su trouver les solutions, notamment dans la série face à Atlanta. Il a défini les rôles dans ses playoffs. Et il faut se souvenir que pendant la saison,
le même Karl Anthony Towns, dont tout le monde vante les mérites aujourd'hui, qui se régale dans son rôle là d'intérieur distributeur, malgré le fait que ses tentatives au tir ont largement baissé en termes de volume par rapport à la saison passée. Ce même Karl Towns qui se plaignait en début de saison de ne pas avoir un rôle bien défini, et on le sentait frustré comme jamais, et bah tout d'un coup, tout baigne. Pourquoi ? Bah parce que tu gagnes, et tu gagnes avec la manière, et parce que c'est du beau basket, et que tout le monde kiffe regarder les Knicks jouer au basket actuellement. Je rappelle quand même que les Knicks ont été les vainqueurs de la NBA Cup, bien qu'ils étaient en train de se chercher dans le début de saison. Maintenant, ils n'ont plus qu'à attendre le résultat entre les Cavaliers et les Pistons, qui sont à égalité, dont on va parler tout à l'heure. Ça laisse du temps pour se reposer. Eux, qui avaient l'habitude, sous Tibbs, de faire des playoffs façon guerre de tranchées, où t'avais l'impression qu'au bout de 2 tours, la moitié de l'effectif était à l'infirmerie. Voilà, donc ça, je trouve ça assez marrant quand même, que pour une fois, tu te dis, ça s'est pas fait dans la douleur absolue, quoi. T'as toujours l'impression que c'était hyper compliqué avant. Là, ça s'est bien passé. C'était une autoroute. Et tant mieux pour eux. Pour Philadelphie, je trouve que rien n'a jamais été aussi clair. Tyrese Maxey et VJ Edgecombe sont l'avenir. Il n'y a aucun doute là-dessus. La moindre opportunité qu'il y aurait de transférer Joel Embiid et ou Paul George doit être sérieusement considérée à l'avenir, selon moi. George voit son contrat se terminer au plus tard en 2028. Il a une option joueur sur sa dernière année de contrat. Joel Embiid, c'est l'année suivante, même opération. Il a une option joueur sur sa dernière année de contrat. Maxey... Visiblement, les relations sont pas optimales entre Embiid et son front office. Oui, bon, on va en parler si tu veux bien après. Mais voilà. Tyrese Maxey aura 28 ans à la fin du contrat de Joel Embiid et sera au début de son prime. Il viendra à peine de l'entamer. Je rappelle que le début du prime est toujours estimé à 27 ans à peu près. Edgecombe aura 23-24 ans et sera probablement un des arrières les plus prometteurs de la ligue à ce moment-là. L'été de la fin de contrat de Paul George correspond au moment exact où les Sixers pourront proposer à Edgecombe une extension de contrat. Notez bien ça, c'est pas mal ça. J'entends les fans de Philadelphie qui vont dire « Oui, mais Joel Embiid a montré que quand il joue, cette équipe peut nourrir des ambitions pour aller au titre. » Les amis, la réponse est dans la phrase. C'est quand il joue, et c'est ça son problème. J'adorerais que Joel Embiid puisse connaître au moins une fois dans sa carrière une campagne de playoff sans blessure, mais franchement, ça relève du fantasme à 32 ans et son passif à l'infirmerie. Donc, je sais pas. Je suis assez optimiste concernant les Sixers. Je sais pas à quel point ils vont avoir des opportunités de se débarrasser des contrats. Au pire, qu'ils aillent au bout du truc, tu vois. Je veux dire, mais très clairement, Maxey et VJ Edgecombe, tu les gardes coûte que coûte, quoi qu'il arrive, comme si ta vie en dépendait. Bah, de toute façon, honnêtement, je vois pas... sauf si Embiid retrouve rapidement la forme et qu'il montre aux autres front office qu'il est capable d'être en pleine possession de ses moyens physiques, je vois pas comment tu vas réussir à refourguer un contrat où il y a encore 3 ans à 180 millions. Enfin, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Arrête de noircir le tableau. Non, mais franchement, moi, je ne demande qu'une chose, c'est que Joel Embiid retrouve tous ses moyens physiques, et si derrière, il a envie de se barrer, parce que visiblement, effectivement, il y a un peu des tensions avec son front office, il a pas apprécié notamment le trade de Jared McCain, bon, voilà. Mais bon, peu importe où il joue, moi, tout ce que je lui souhaite, c'est de retrouver la plénitude de ses moyens physiques, même si j'ai beaucoup de mal à y croire. Écoute, pour revenir sur cette série, bah franchement, les Knicks sont dominés de la tête et des épaules. Hein. Le match 4, on sentait qu'ils voulaient plier l'affaire. Leur premier carton, c'est un récital. Tout le monde s'épanouit dans le système offensif mis en place par Mike Brown, et quand en plus l'adresse est au rendez-vous, bah ça donne ce match qui est juste une démonstration en fait. Donc c'est le rouleau compresseur. Ah, c'est magnifique. Plus que jamais, ils se présentent comme les grands favoris à l'Est. Si Anunoby revient dans une bonne condition, franchement cette équipe, elle fait vraiment vraiment envie. Bon, en fait, il y a pas beaucoup plus de choses à dire par rapport à il y a 3 jours. Les matchs 3 et 4, ils ont été dans les lignées des 2 premiers. Les Knicks étaient beaucoup trop au-dessus. Ils sont dans une forme remarquable depuis 6 matchs. T'as parlé de la rotation, de l'état physique et du changement par rapport à Thibodeau. Ben, il y a un chiffre qui est très clair. Hein. Aujourd'hui, sur ces playoffs, il y a aucun joueur des Knicks dans les 10 plus gros temps de jeu de ces playoffs. C'est un truc qui ne pouvait pas exister sous Thibodeau. Sous Thibodeau, dans les 10 plus gros temps de jeu, t'en avais 3 des Knicks, au minimum. Donc voilà, franchement,
j'aime vraiment bien ce que cette équipe de New York montre. Je trouve que vraiment c'est un rouleau compresseur depuis le match 3 face à Atlanta. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un déclic. Et j'adore notamment l'état d'esprit de ce groupe. Les discours qu'il y a eu à l'issue du match 4 de la part des Knicks, ça fait trop plaisir. Il y a aucune euphorie. Josh Hart l'a dit très clairement, ni soulagement ni célébration, juste une étape de plus vers les finales. Ils savaient qu'ils devaient battre les Sixers, ils savaient qu'ils étaient favoris, qu'ils étaient meilleurs. Ils l'ont fait sans trembler, beaucoup plus facilement que ce que beaucoup de personnes pouvaient imaginer, dont nous. Mais le travail est loin d'être fini et je trouve que c'est vraiment une mentalité qui leur va bien. Maintenant, écoute, voilà, moi je suis un peu déçu pour Philly parce que je trouve qu'ils auraient mérité une sortie plus digne après leur premier tour. Et je trouve que la manière fait mal. Franchement, ce match 4, bon, il est complètement à sens unique. Il y a un premier carton qui est exceptionnel de la part des Knicks, 43 points inscrits, une adresse insolente, McBride qui était mais complètement en état de grâce. Mais je suis un peu frustré. Je trouve que les Sixers ont vraiment manqué de dureté, vraiment manqué d'engagement dans ce match. On n'a pas du tout eu le sentiment qu'ils entamaient ce match-là avec l'énergie du désespoir. Ils se sont fait bouffer au rebond. Bon, tu vois, il y a 17 rebonds d'écart entre les deux équipes. Oui, toute la série, mais laminer à l'intérieur. sur ce match-là encore plus. Enfin, tu vois, les Knicks ils prennent 15 rebonds offensifs. Ouais. En première mi-temps, ils prennent 12 rebonds offensifs, les Knicks, tu vois. Je suis désolé, mais affligeant. Tu vois, tu fais face à l'élimination quand t'es les Sixers, tu te fais pas bouffer comme ça dans le secteur du rebond. Au moins, bats-toi un peu plus, sois plus combatif. Voilà, j'aurais aimé les voir un peu plus dans le combat, mais de manière très lucide. Je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose. Cette équipe des Knicks était vraiment en mode rouleau compresseur et j'ai vraiment hâte de les voir en fait, j'espère vraiment, on en parlera après, mais j'aimerais vraiment que ça soit Détroit en face parce que j'aimerais bien voir cette équipe, l'attaque de cette équipe face à une défense qui tabasse, tu vois, une défense qui est dans l'intensité, qui rentre dedans. J'aimerais bien voir ça. Oui, on va en parler après parce que y a pour le coup, j'ai un peu plus de choses à dire sur Cleveland. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, elle est plus intéressante. Bah ouais, tout d'un coup, ouais. Il y a eu un renversement de situation. Mais oui, non, mais voilà. Et pour la situation des Sixers, toi, tu vois ça comment, leur situation? Tu penses que... Est-ce que tu as une attente particulière concernant le front office? Ils sont clairement bloqués de toute façon. Bah ouais, en fait. C'est pareil, le contrat de Paul George, qui va vouloir récupérer ce truc-là pour que le mec soit un role player, quoi? C'est le role player le mieux payé de la ligue. On respecte Paul. Non mais oui, écoute. Charlie, c'est pas lui manquer de respect, c'est vrai. Non, mais je sais bien, je plaisante. T'as vu son contrat? Mais non, il est payé comme une super méga star, quoi. En fait, j'ai pas d'attente parce que je ne vois pas ce que les Sixers peuvent faire. Effectivement, si demain il y a une équipe qui vient les voir pour leur dire on est intéressé par Joel Embiid ou par Paul George, là j'aurais des attentes. Là effectivement, je dis les gars là, il faut pas passer à côté de l'occasion là. Si vous vous foirez là-dessus, si vous avez trouvé le pigeon et que derrière vous le laissez repartir sans lui avoir refourgué vos peut-être appeler les Pelicans, non? Bah... peut-être le moment d'appeler les Pelicans. Allô, Johnny Mars? Ouais. C'est Daryl Morey. Voilà, je pense effectivement que s'il trouve le pigeon, le bon partenaire commercial, dirons-nous, ce serait vraiment très dommage de ne pas bouger parce que ce serait du gâchis pour Maxey et Edgecombe. Franchement, je le pense sincèrement. Mais je vois pas. Je vois pas par quel miracle ce partenaire commercial pourrait tomber du ciel. Donc en l'état, j'ai pas d'attente pour eux. Vraiment, en l'état, moi, je pense qu'ils sont condamnés au moins jusqu'à la fin de la saison 2026-2027 à subir ces contrats-là. On en reparlera quand Paul George sera un contrat expirant. Peut-être que tu trouveras un moyen d'évacuer son contrat. Mais en l'état, j'ai beaucoup de mal à voir ce qu'il pourrait faire. Très sincèrement, Joel Embiid en colère contre le management, c'est peut-être la meilleure chose qu'il puisse faire. Je sais pas ce qu'il imagine en fait. Quand bien même il taperait du poing sur la table, Joel Embiid. Oui, il dirait ouais, c'est bon, j'en ai marre, transférez-moi. Mais trouver un partenaire, ça va être quasiment impossible. Mais oui, c'est pour ça que moi je pense pas que ça soit une bonne chose. Moi je pense pas que ça soit une bonne chose en fait qu'il aille au Clash, tu vois. Parce que s'il va au Clash, en fait, ça va rien changer.
À la limite, bah non, mais même pas en fait, parce que Et puis, c'est pas la première fois qu'il nous sort ça. Déjà, quand il y avait James Harden, là, il avait dit la même chose. Oui, il faut tout reprendre de A à Z dans cette franchise. On a besoin de. Déjà, t'as envie de dire, ok, mec, sympa. Enfin, je sais pas. T'as joué moins de 40 matchs. Tu pourrais pas féliciter. Enfin, c'est miraculeux que vous soyez qualifié en playoff. Tyrese Maxey et Vijay Shkom ont porté cette équipe tout le long de la saison. Je sais pas, il y a un moment. bah, en tout cas, Il y a autre chose à faire qu'à geindre sur le front office, quoi. visiblement, c'est pas impossible que les choses bougent à Philadelphie. Je sais Mm. plus, je crois que c'est The Athletic qui a expliqué que qu'il pouvait y avoir du changement dans les bureaux, et notamment Daryl Morey était tout à fait susceptible de sauter de son poste, que Nick Nurse n'était pas intouchable non plus. Mais est-ce que ça va vraiment changer quoi que ce soit? Je veux dire, en fait, je vois pas quel magicien pourrait faire disparaître les contrats de Joel Embiid et Paul George du salary cap, quoi. Ouais, non, mais complètement. Je suis tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, j'ai quand même des doutes sur la pertinence des sorties de Joel Embiid. Oui, bah, de toute façon. Voilà. Mais Parce bon, que écoute, le truc voilà. sur Jared McCain, c'est dire en fait que Daryl Morey a voulu comment dire, éviter de payer la taxe, enfin éviter de payer des suppléments dus aux taxes parce Non, et qu'il puis, il dépassait le salary cap. Alors que si tu regardes le deal pour Jared McCain, alors oui, c'est moche parce que Jared McCain est en train d'exploser tous les compteurs face aux Lakers. ouais, mais ça n'aurait pas changé Mais le destin de à cette série-là, Philadelphie, tu ça vois. n'aurait pas changé leur destin. Exactement. Et les pics récupérés par Daryl Morey, c'est pas du tout déconnant en vérité. C'est pas du tout scandaleux ce qu'il a récupéré dans l'opération. C'est même plutôt pertinent. Donc il y a un moment, bon, froidement, d'un point de vue purement business. Pourtant, je suis le premier à dire qu'ils l'ont. Moi, ce qui m'a fait suer, c'est que ce soit le Thunder qui a Mais récupéré ouais, que Jared ce McCain. soit OK ici, C'est pas autre chose que les Sixers s'en débarrassent. Le deal en soi n'est pas mauvais. C'est juste que le Thunder n'avait pas besoin de Jared McCain. Voilà tout. c'est Voilà tout. clair. Personne n'avait besoin qu'il soit là-bas, bordel. Voilà, c'est tout ce que je dis. On va parler des Lakers et du Thunder. Sans jamais flancher, OKC s'en est allé vaincre les Lakers à 2 reprises sur leur parquet pour atteindre les finales de la conférence Ouest. Eux aussi pour la 2e année consécutive. Shai Gilgeous-Alexander a signé une performance de choix dans ce Game 4 avec 35 points et une maîtrise totale du rythme du jeu pour OKC. Il a encore une fois été parfaitement épaulé par AJ Mitchell, qui a totalement pris la place de Jalen Williams en tant que lieutenant de luxe sur le terrain. Lui, Hartenstein termine la rencontre avec un plus-minus positif le plus élevé de l'équipe, plus 17 pour AJ, plus 30 pour Hartenstein. Voilà, deux combattants. Je crois que Caruso aussi, il est pas mal placé là-dedans. Le Thunder reste invaincu et va pouvoir se reposer en attendant que la série entre les Wolves et les Spurs touche à sa fin, ce qui ne va pas arriver avant la fin de la semaine. Le Game 6 est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi, et s'il y a un Game 7, ça sera dimanche. Pour les Lakers, la saison se termine après un dernier match compétitif, mais trop court dans les moments décisifs. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques aussi, Charlie, pourquoi Rui Hachimura, qui est absolument une torche humaine dans ces playoffs, n'était pas du tout sur le terrain pour le dernier tir à 3 points pour tenter l'égalisation. Tu me diras ce que tu en penses tout à l'heure. C'est ainsi que commence, ou devrais-je dire, recommence, comme chaque saison depuis au moins 4 ans, les éternelles discussions sur un éventuel départ à la retraite de LeBron James. Va-t-il rester après une fin de saison exemplaire où il a su trouver un rôle parfait aux côtés de Luka Doncic et où son talent historique s'est une nouvelle fois illustré dans ses playoffs, où sa production aura été inouïe tout au long de cette campagne? Ou va-t-il aller voir ailleurs si les Lakers décident une bonne fois pour toutes de passer à un autre chapitre de leur histoire avec Luka Doncic? Si oui, dans quelle franchise? Le mystère reste actuellement entier et franchement, je suis à la fois fatigué et captivé par le dénouement de cette histoire. Pour moi, tout dépend des Lakers. Je le vois pas partir vraiment ailleurs. On en a déjà parlé, toi et moi. Reste à savoir s'il est prêt à faire un sacrifice financier,
parce que je pense que ça sera déterminant dans la capacité qu'il aura de rester aux Lakers ou pas. Je pense que les Lakers, ça va être là la ligne qui va être tracée. Voilà. Je sais pas ce que tu as à dire sur cette fin de série, Charlie, mais je t'écoute. C'était douloureux. Ouais. Non, écoute, et voilà, match 3 dans la lignée des deux précédents, avec les Lakers qui s'accrochent 2 quarts-temps avant de laisser s'échapper OKC dans le troisième. Et match 4, bah là encore, les Lakers auraient pu prendre ce match, Ouais, notamment à la complètement. faveur Ouais. d'un super troisième quart-temps. Mais franchement, cette équipe d'OKC, elle est implacable. En fait, j'ai l'impression de répéter les mêmes choses à chaque nouvel épisode, mais il y a tellement une classe d'écart entre ces deux équipes que le sweep est malheureusement logique. Ils sont largement au-dessus. On savait déjà, mais honnêtement, la manière avec laquelle cette série se déroule l'illustre encore plus, je trouve. Enfin, en partant du principe qu'ils n'avaient pas Jalen Williams, et tu l'as dit, chez Gilgeous-Alexander, il a quand même fait une série qui est assez moyenne, malgré ce dernier match. En fait, il y a aucun problème. Il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Denio a juste trop de possibilités. Et d'ailleurs, JJ Redick l'a évoqué en conférence de presse. Quel que soit le besoin de cette équipe en cours de match, ils ont la solution sur le banc. Et comme leur coach est un bon tacticien et qu'il n'a pas peur de tenter des choses, il perd jamais de temps pour faire les ajustements qu'il juge nécessaires. Et c'est implacable. Et franchement, en fait, cette série, elle s'est passée comme je l'attendais, et malgré ça, elle m'a frustré. Elle m'a frustré parce que la manière avec laquelle cette équipe gagne, malgré un leader assez discret, parfois en partie neutralisé par la défense adverse, des bonnes prises à deux, mais en fait, il s'appuie sur cette rotation sans fin, et c'est super frustrant. J'ose même pas imaginer à quel point ça doit être terrible quand t'es sur le parquet en phase 2. Tu te fais martyriser par un mec, il sort, enfin, tu te dis, ouf, on peut souffler. Ben non, pas du tout. Son remplaçant va juste te mettre la misère d'une manière différente. Et ouais, c'est difficile de jouer cette équipe, hein. Franchement, ils sont impressionnants. J'aurais vraiment bien aimé que les Lakers s'en prennent un, parce que franchement, l'état d'esprit de cette équipe a vraiment été super. Ils ont pas démérité, Ouais. ils ont continué à se battre. Ça aurait été une belle récompense pour le staff, ça aurait été une belle récompense pour LeBron, ça aurait été une belle récompense pour Hachimura. Voilà, ça aurait été anecdotique, mais je trouve que ça aurait fait passer la pilule. Et voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que je retiens de la série, c'est AJ Mitchell. Franchement, quel patron. C'est lui qui emmène cette équipe d'OKC avec un rôle prépondérant des deux côtés du parquet. On en parlait en off cette semaine, toi et moi, mais ce mec-là, il est payé 3 millions par an. Un contrat l'année prochaine, il passe même sous les 3 millions. Je crois qu'il passe à 2,8 millions. C'est le meilleur contrat de la ligue aujourd'hui. Et le pire, c'est que l'année prochaine, c'est la même chose. Et celle d'encore après, c'est une team option qui est toujours à 2,8 millions. C'est scandaleux, bordel. Arrêtez-les. Mais voilà, franchement, voilà, mission accomplie pour OKC, sans perdre un match, sans avoir de blessés autres que Jalen Williams, avec du temps pour se reposer, comme s'ils en avaient besoin avec leur rotation à 70, là. Voilà, juste... Un petit mot quand même sur DeAndre Ayton, parce que après le premier tour, tu m'as dit alors Ayton, machin, tu vois, c'est pas si mal. Et moi, je t'ai dit, oula, attendons de voir, parce qu'on sait qu'il est capable de retomber dans ses travers, et c'est arrivé, quoi. Il est retombé dans ses Ouais. travers de passivité, de manque d'agressivité, et c'est... Voilà, on connaît le joueur, hein. S'il était capable d'être dans l'intensité et dans l'agressivité régulièrement, on le saurait, mais c'est pas le cas, et il peut pas s'empêcher de retomber dans cette espèce d'apathie qui ajoute encore plus à ma frustration. Oui, et puis c'est pas face à cette raquette du Thunder Oh que qu'il non. il pouvait s'épanouir. Non, ça c'est Quand clair. tu Mais dois peut-être, tu vois, continuer. justement, il aurait pu se faire un peu violence, tu vois, se dire, attends, Mmh. je fais face à Oui, la crème de la crème, ouais, je vais leur montrer, je vais leur montrer. se mettre au défi, tu veux dire. Ouais, il a rien montré du tout, je t'assure. Non, non, c'est sûr, ouais. C'est sûr et certain. Non, ouais, c'est vrai que je pense que les Lakers auraient effectivement mérité d'en prendre au moins un. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ce Game 4, là, j'y ai cru jusqu'au bout. Ouais, moi donc, ouais. Jusqu'au bout, j'ai cru qu'ils allaient enlever ce match. Et non, non, pas du tout. Au final, Et il y a une sérénité en face, c'est terrible. Et le Thunder, jamais t'as l'impression qu'ils sont en train de transpirer une seconde, quoi. C'est assez déstabilisant, en fait, je pense, en plus, quand tu dois jouer contre eux, c'est de te dire, mais y a pas un seul moment où ils ont douté, quoi. Non, mais c'est ça, non, mais c'est que cette équipe, elle est franchement, honnêtement, elle est terrifiante. Vraiment, je pense que faire face à cette équipe, ça a un côté, putain, mais surtout pour un mec comme LeBron, je veux dire, il a 41 piges, le mec, il doit s'épuiser sur le parquet, et en face de lui, il voit un turnover incessant de mecs qui ont entre 20 et 25 ans, et qui sont tous, tu vois, tous prêts à lui foutre la misère, mais c'est horrible.
Dont son ancien coéquipier Caruso. Ouais, avec en plus, ouais. Alors ça, pareil, ça m'a fendu le cœur. Je veux plus jamais voir ces images. Laissez-moi tranquille. Ouais. Concernant l'avenir de LeBron James, Charlie, je prends ta température à chaud sur ça. Qu'est-ce que tu... Parce que là, forcément, tout le monde ne cesse de parler de ça depuis hier. LeBron James a fait ses conférences de presse où il dit je vais prendre le temps, je vais réfléchir en famille. Et Je me touche quand, pas la tête. quand j'aurai fait mon choix, vous serez au courant. Je maintiens qu'il y a je maintiens que je vois pas je vois pas de scénario où il s'en va. Peut la seule exception que je ferais, c'est peut-être les Warriors parce que c'est à San Francisco. Et les Cavs, c'est chez lui quand même. À Cleveland, je le vois pas du tout repartir là-bas. D'une part parce que le Cleveland, ça leur demanderait de jongler avec des salaires et ainsi de suite. Enfin, d'un point de vue financier, ce serait extrêmement complexe. Moi, je pense que Cleveland, c'est la seule franchise où il peut accepter de prendre quasiment un salaire minimum, tu vois. Alors, s'il Avec le prend un salaire côté minimum, genre, c'est ma ville, je me sacrifie une fois de plus pour elle, etc., etc. moi je dirais la plus grosse probabilité, c'est Lakers, Warriors et Cleveland. Ouais, je suis d'accord. Je mets à peu près le même ordre. Mais avec une grosse. Enfin, je trouve que sa fin de saison, on en a déjà parlé toi et moi, mais sa fin de saison aux Lakers est absolument Bah, brillante, brillante en termes de sportivement parlant déjà, commençons par dire ça, et d'un point de vue, je me montre et je fais la démonstration aux nouveaux propriétaires que je suis capable de m'inscrire dans un collectif, que je suis capable d'exister sans tirer la couverture vers moi aux côtés de Luka Doncic. Euh, je pense qu'il n'ignore pas que jouer avec Luka Doncic, c'est peut-être le meilleur moyen pour lui de continuer à briller, notamment en playoff, en les atteignant déjà. Je pense que quand tu vois, c'est quoi c'est au mois de mars où Luka Doncic est en train de marcher sur l'eau là, ouais. c'est ça. Je pense que quand il a vu ça, il s'est dit ok, y a aucun doute à avoir là-dessus. Surtout qu'ils vont peut-être avoir les moyens financiers cette fois-ci voilà de construire quelque chose de plus cohérent autour de Lucas. Bah, ça va dépendre combien il donne à LeBron et combien il donne à Reeves. Exactement. Mais voilà, et pour moi, c'est ça le nerf de la guerre. C'est LeBron, est-ce qu'il est capable d'accepter de prendre moins? Et je pense que ça serait la condition sine qua non. Et Dwayne Wade, pendant l'émission, enfin la retransmission du match, à la fin du match, quand il commençait à évoquer ça un petit peu à la fin de la rencontre, c'était de dire LeBron n'est pas connu pour prendre, pour accepter les ristournes. Et oui, c'est vrai, historiquement, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que là, il va quand même avoir la meilleure solution pour lui, ça serait d'accepter de faire ça, j'ai l'impression. Ne serait-ce, enfin, pourquoi? Parce que ça lui permet de rester aux Lakers et de pas perdre la face. Parce que moi, je pense que s'il quitte les Lakers, parce que les Lakers ne veulent plus de lui, quelque part, c'est un peu perdre la face. C'est pas beau, quoi. Surtout après les perfs qu'il vient de signer et comment on a parlé de lui, oui, rendez-vous compte à 41 ans, tout ce qu'il est capable de faire, à juste titre, qu'on Je soit pense bien que tu d'accord. sous-estimes sa capacité à mettre du narratif autour de tout et n'importe quoi. Non, non, je sous-estime pas du tout. Mais, alors attends, tu vas me dire après, toi, ce à quoi tu penses. Mais je pense que la meilleure solution pour lui, c'est de dire, euh, quelque part, de dire, vas-y, je suis un grand prince, je reste aux Lakers, j'accepte de prendre moins, faire comme si c'était sa décision ultime, et que ça permette aux Lakers d'avoir un peu d'argent pour reconstruire autour et d'avoir un effectif pas dégueulasse, mais Mais avec lui qui est toujours là. Et quelque part, tant qu'il est là, je suis désolé de le dire, je pense pas que les Lakers puissent avoir de vraies ambitions pour le titre. Ça paraît. Il y a des gens qui vont me détester de m'entendre dire ça, mais je le pense vraiment. Mais moi, je pense que LeBron n'est pas forcément plus pénalisant qu'Austin Reeves sur les ambitions pour le titre, par exemple. Mais en fait, ça veut dire quoi prendre moins? Tu veux dire quoi par prendre moins? Parce que là, il est à 52 millions. Quand tu dis prendre moins, c'est quoi? C'est 30 millions? C'est 15 millions? C'est quoi? Oui, c'est ça, ouais, entre 10 et 20 millions, ouais. Ouais, là, je pense que là, pour le coup, je pense qu'effectivement, je pense que ça n'arrivera pas, ça.
Écoute, moi je trouve que c'est trop tôt en fait pour se projeter sur ces questions-là pour les Lakers. En fait, le chantier côté Lakers, il est colossal cet été. Il faut bien comprendre ça. C'est que au-delà du cas LeBron et du cas Austin Reeves, parce qu'on rappelle qu'Austin Reeves il fait aussi un gros contrat, il y a quand même très peu de joueurs qui vont être sous contrat l'année prochaine. Reeves, on oublie. Ayton, malheureusement, je suis pas sûr qu'il puisse espérer mieux que sa player option à 8 millions, donc on peut a priori considérer qu'il va la prendre et qu'il va rester. Par contre, Marcus Smart, qui a une player option à 5 millions, je pense que vu les playoffs qu'il a fait et vu le C'est niveau qu'il a clair retrouvé et aux net. Lakers, voilà, il peut espérer beaucoup mieux. Moi, ce qui m'emmerde énormément surtout, c'est Hachimura, qui n'est plus sous contrat. Ouais. Enfin voilà, tu vois, il y a toutes ces questions-là. Kennard, c'est pareil, il sera plus là. Enfin, on peut se retrouver très rapidement dans un monde où la saison prochaine, aux Lakers, il y a 5 ou 6 joueurs sous contrat. Donc c'est sûr que le chantier va être énorme. C'est sûr que construire un effectif capable d'emmener Luka Doncic, enfin d'épauler Luka Doncic jusqu'au titre, bah si tu files 40 millions à Austin Reeves et autant à LeBron, c'est mort. Il faut être clair, c'est complètement mort, ça n'arrivera pas. Donc je sais pas, voilà, je pense que c'est vraiment trop tôt aujourd'hui pour se projeter sur ces questions-là. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont montré dans ces playoffs que leur profil avait du sens dans cette équipe si on veut construire autour de Luka Doncic, le cas d'Hachimura, c'est le cas de Smart notamment. Moi, c'est clair qu'aujourd'hui, Complètement. c'est plutôt sur ces deux mecs-là que j'aimerais qu'on s'assure de pas laisser passer le train plutôt que de me projeter sur des joueurs de 42 piges ou sur Austin Reeves qui, je maintiens, est offensivement très fort, mais dont les défauts sont potentiellement très rédhibitoires dans l'optique de construire autour de Doncic. Donc je saurais pas te dire ce que les Lakers vont faire. Si tu me demandes mon avis à moi, mon avis c'est que LeBron m'a fait changer d'avis. Parce qu'il y a quelques mois, je disais LeBron, même à 5 ou 10 millions la saison, je suis pas sûr de le vouloir encore. S'il se comporte comme il s'est comporté sur la fin de saison régulière et en playoff, et qu'il accepte effectivement de payer, enfin de toucher beaucoup moins que ce qu'il touche aujourd'hui, très bien. Mais je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas, je pense pas du tout. Je pense que LeBron, il est capable d'accepter une ristourne, mais qu'une ristourne pour LeBron, ça reste une quarantaine de millions. Et ben, il aurait tort de faire ça, je Bah pense. évidemment qu'il aurait tort, mais évidemment, mais tu sais très bien que c'est pas, il n'est pas du tout sur le même logiciel de pensée par rapport à Je nous sais sur bien, ces mais questions-là, tu ce qui est vois. très con, c'est pour le coup, il a l'opportunité de finir d'une manière qui est pas dégueulasse, franchement. Après, très sincèrement, moi, ce qui me fait toujours peur concernant Luka Doncic, c'est qu'il se retrouve dans cette fameuse saison, le tour du cirque LeBron, où Oui. ça va être la dernière saison de LeBron et où ça va être à chaque étape un espèce Mais moi, c'est pour ça de qu'initialement, je show voulais pas. pyrotechnique à la gloire de ce type-là et que Luka Doncic va être là à regarder et à assister à ce spectacle en attendant qu'enfin on construise un truc autour de lui. Et ça, je pense que si t'es les Lakers, c'est inadmissible de concevoir que ça puisse se passer comme ça. Ça serait criminel, très sincèrement, d'avoir un talent comme Luka Doncic et de se dire, vas-y, c'est pas grave, on fait une année roule tabi avec LeBron qui a la gloire de LeBron. Et puis après, promis, juré, craché, on s'occupe de toi, mon Non, mais poussin. ça, j'y crois pas. Enfin, je veux dire, les Lakers ne Voilà. peuvent pas faire ça. Je n'y Il y crois a pas un, une seule seconde. C'est de la fiction, ça, pour moi. Oui, il y a un autre élément extrêmement important dans l'histoire de votre franchise, là, tout de suite, c'est Rob Pelinka. Rob Pelinka, on sait, on l'a su, il y a plusieurs reports qui sont sortis avant la fin de la saison régulière là-dessus, c'est que il a un coup de pression des nouveaux propriétaires. On sait que les nouveaux propriétaires, ils lui ont dit, voilà, là, tu as cet été-là, tu gères les situations qui vont potentiellement être pénibles. Le cas Austin Reeves. Bien qu'Austin Reeves, si demain il ne re-signe pas, je suis pas sûr qu'il y ait. Je pense qu'il y a plein de fans des Lakers qui comprennent pourquoi il ne revient pas. Je pense que les playoffs ont facilité, on va dire, ont graissé un petit peu les rouages si jamais ils décident de s'en séparer. Euh, le cas LeBron, enfin bref, tout ça. Mais Pelinka, lui aussi, il est sous une pression monumentale. Donc, à voir comment ça va influencer ses décisions, à voir comment il va se dire. C'est là où on va avoir des bonnes indications sur ce que cherchent à faire les nouveaux propriétaires. Parce que les nouveaux propriétaires ont dit, oui, les nouveaux propriétaires, rendez-vous compte ce qu'ils ont fait avec les Dodgers de Los Angeles.
Mais j'ai envie de vous rappeler à tous que les Dodgers, enfin le baseball, il n'y a pas du tout les contraintes de salary cap comme il y a en NBA. C'est pas du tout la même façon de gérer des effectifs. Les Dodgers, c'est plus enfin le baseball américain, c'est plus t'as d'argent, plus tu peux te payer des talents. C'est pas compliqué. En NBA, c'est pas ça du tout. En NBA, il y a un niveau de stratégie dans la construction, dans ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Thunder, par exemple, à d'autres équipes. Construire les fondations d'une franchise qui fonctionne, c'est autrement plus compliqué. Ouais, bah, bien sûr, c'est clair. C'est tout à fait clair. Donc, ouais, le cas Pelinka, moi, me fascine aussi dans le principe de décision des Lakers, quoi. J'ai Ouais, hâte de ouais, voir mais, ça. oui, mais c'est aussi pour ça, si tu veux, que moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour se projeter sur l'été des Lakers. C'est qu'on ne sait même pas, en fait, qui sera aux manettes, quoi. Bah, pour l'instant, ça sera Pelinka, on est sûr, ça. Tu penses Ah, pas? ah non, je pense qu'on n'en est pas sûr du tout. Non, je pense Ah qu'effectivement, ouais? les dernières rumeurs disent que il va avoir cet été une dernière opportunité pour bosser, mais on n'en a aucune garantie, je pense. Tu vois, je pense que par exemple, s'il gère C'est mal, pas fou en même temps. C'est pas s'il gère fou en mal, même mais temps. non, C'est pas fou du tout. donc c'est pour ça, je trouve, tu vois, je trouve que là, c'est beaucoup trop tôt, je pense, pour se projeter sur ce que les Lakers vont pouvoir faire cet été. Ce serait un message extrêmement limpide s'ils se séparaient de Brad Pelinka pour installer leur gars à eux. On verra bien. On va parler des Spurs et des Wolves. C'est le métier qui rentre, Charlie. Lors du Game 4 entre Minnesota et San Antonio, on a eu droit au coup de gate. Ce fameux coup de coude donné involontairement par Victor Wembanyama dans le menton et la gorge de Nasrid, qui lui a valu une expulsion immédiate et a permis aux Wolves d'arracher la victoire derrière un quatrième quart-temps resplendissant d'Anthony Edwards, bien épaulé par Nasrid, qui se sentait bien mieux alors, et Rudy Gobert, qui a planté notamment un N1 colossal en fin de rencontre et qui continue à produire un basket excessivement solide pour Minnesota. En face, les Spurs peuvent nourrir des regrets parce qu'ils semblaient avoir pris la mesure de cette équipe, ralenti par les blessures, certes, mais plus combatif que jamais. De'Aaron Fox, qui n'a pas été irréprochable dans le Game 4, je pense notamment à son manque de création en tant que meneur de jeu, qui devient vraiment problématique, de même qu'une finition au cercle en pénétration, qui est censée être son point fort et qui n'est pas du tout au niveau dans cette série. Alors, tu me diras, il y a Rudy Gobert dans la raquette, mais bon... plus ça va, plus il cumule les points d'inefficacité quand même, Fox. Ça commence à devenir vraiment un problème. Il est incertain dans le Game 5, match pivot par excellence après s'être roulé la cheville. Dylan Harper pourrait se retrouver parachuté dans le 5 majeur. Alors, quelque part, on peut se dire, si on est fan des Spurs, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Ouais, trop bien. Ouais, sauf que tu perds de fait son apport en sortie de banc. Non, non, mais Et oui. son apport en sortie de banc, il est primordial autant au scoring que dans sa capacité à faire jouer les autres, notamment cette formation de remplaçant là où c'est lui la tête de gondole de l'histoire. Tout à coup, la pression est sur les Spurs pour retrouver les sensations du troisième match. Il serait malvenu de se retrouver à un match de l'élimination en retournant à Minnesota dans la nuit de jeudi à vendredi pour le Game 6. C'est désormais une série au meilleur des 3 matchs et 2 d'entre eux se joueront à domicile pour San Antonio. À eux de trouver les solutions face à cette équipe des Wolves, décidément exemplaire dans ses efforts. Charlie, tu veux commencer par quoi? Est-ce qu'on parle du coup de Victor? Est-ce qu'on parle de la défaite d'Anthony Edwards? Tu veux parler de quoi pour commencer Bon, on va commencer par Wembanyama, parce que je pense que vu de France, c'est quand même le truc qui a fait le plus de bruit. Bon, déjà, effectivement, en préambule, c'est une super série. Tous les matchs, sauf le match 2, sont des matchs serrés. Les équipes se rendent coup pour coup, sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment plaisant. Pour Wembanyama, ça fait partie de l'apprentissage. Il n'a pas le droit de faire ça, il faut être clair, que le geste soit volontaire ou non, c'est même pas la question en fait. Dans tous les cas, il doit être plus en maîtrise de son corps, de son environnement immédiat. Il aurait pu vraiment faire mal à Nasrid et il n'a pas le droit de laisser son équipe aussitôt dans le début du deuxième quart-temps, dans un match aussi important. Ça c'est très important pour moi de le dire, c'est qu'il n'a pas le droit de faire ça. À l'avenir, c'est quelque chose qu'il va devoir apprendre à maîtriser, qu'il soit capable de se canaliser, de mieux maîtriser les choses, même dans des séries où il subit un traitement particulier, parce que c'est quelque chose qui a été évoqué, notamment par son coach. Voilà, il est pas arbitré comme une superstar NBA. Ils vont le chercher, ils lui rentrent dedans, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va subir
systématiquement à l'avenir dans les playoffs. Je veux dire, il faut être clair, il est trop fort, donc il va être défendu comme ça, c'est une évidence. En plus, s'il montre à ses adversaires qu'ils ont une toute petite chance de lui faire péter les plombs et de le sortir de son match, ça va encore plus renforcer cet aspect-là. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel Wemby doit progresser en fait. Il doit absolument apprendre à gérer ça. Donc voilà, on sait qu'il n'y a pas de suspension, on sait qu'il n'y a même pas d'amende d'ailleurs, il sera présent pour le match 5, mais c'est une faute de sa part, parce que tu l'as dit, sur ce match 4, les Spurs sont pas loin. Avec lui, on peut penser qu'il serait à 3-1. Et quand tu es à 3-1 dans une série, l'histoire est quand même très très différente. Alors, ok, c'est pas dramatique parce que les Spurs savent jouer sans lui. Même sans lui, c'est une équipe qui se bat. D'ailleurs, sur ce match-là, on a bien vu Dylan Harper est incroyable en sortie de banc. Stephen Castle a un vrai bel impact aussi. Il a essayé de freiner Anthony Edwards. Ces deux mecs-là représentent l'avenir de cette équipe aux côtés de Wembanyama et ça fait plaisir de les voir répondre comme ça. Mais Wemby a pas le droit, en tant que franchise player, en tant que leader de cette équipe, d'abandonner ses coéquipiers au début du deuxième quart-temps. Ça, c'est interdit. J'ai été un peu, enfin pas surpris non, parce que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne beaucoup aujourd'hui, de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, du côté binaire du commentaire sur cet événement. C'est-à-dire que soit tu dis Victor Wembanyama n'a rien à se reprocher, dans ces cas-là, tu es un pro Wemby et tu défends son geste et y a rien à redire, soit tu lui tombes dessus en disant c'est lamentable, il a voulu égorger Nasrid. Bon, très sincèrement, il y a quand même un contexte dans le geste de Victor. Il y a quand même Ouais, mais sur les réseaux sociaux, si tu contextualises, ça veut dire que tu soutiens. Ouais, voilà, ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, hein, c'est terrible. Non, mais il y a quand même un côté. Mais surtout que si tu prends la vidéo en elle-même, qui est violente, je le conçois tout à fait, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ce n'est pas un geste à faire, c'est un geste dangereux, qui aurait pu mal se passer, mal tourner, qui aurait pu blesser Nasrid, clairement. Mais il y a quand même un contexte, il y a quand même une histoire avant, dans les quelques secondes avant, dans les minutes d'avant, dans les matchs d'avant. Donc, c'est important quand même de rappeler tout ça. Je suis pas en train d'essayer d'excuser quoi que ce soit, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Il faut le rappeler, mais il faut redire quand tu as McDaniels qui est en que train de lui tirer le maillot et qui s'apprête à le ceinturer, Wembanyama est en train d'essayer de se libérer. Et quelque part, il fait un geste de frustration extrême où il balance son coude. Il voit que Nasrid est en train de se pointer devant lui, mais je pense qu'il essaie de créer un espace et il jette son coude dans son mouvement qui est très brusque et il tape dans le menton et dans le cou de Nasrid. Mais s'il avait voulu volontairement le toucher, il lui aurait démonté la mâchoire avec son coude. Très sincèrement. Ouais, mais moi je pars du principe que s'il avait volontairement voulu faire mal, ça aurait été une autre image. Il y a un entre-deux. Je pense pas que ça soit involontaire, mais je pense pas que la volonté, ça soit de le blesser ou de lui nuire, tu vois. Je pense il a fait un geste qui mérite d'être expulsé. Voilà, il a voulu marquer son espace, marquer son territoire. C'est un geste antisportif que tu n'as pas à faire sur un terrain de basket. C'est un geste Maintenant, violent. voilà. Ceci étant dit, je comprends tout à fait également les propos de son coach Mitch Johnson, qui explique, et quelque part c'est un message aux arbitres et à la Ligue, et qui explique pour moi à juste titre que il y a un moment, Victor Wembanyama, il est comme il est dominant, il fait les matchs où c'est très compliqué de l'arrêter et de le freiner, et tu vois qu'il y a beaucoup de situations où l'équipe en face en vient aux mains. On le pousse dans le dos. Il y a des mouvements qui, pour moi, sont dangereux pour lui aussi. Et il y a un moment, je trouve qu'il va falloir trouver un vrai équilibre. Et je pense que la NBA et le corps arbitral doit absolument se pencher et trouver la meilleure manière d'arbitrer Wembanyama. En étant juste et en respectant le fair play et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a aujourd'hui, c'est pas bien arbitré le cas Wembanyama. Et je demande pas à ce qu'il soit surprotégé, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a un moment où tu peux pas pousser, agripper, tirer en permanence un joueur parce que tu t'as rien d'autre à faire, quoi. Ça devrait pas être permis. Il y a des joueurs dans la ligue qui ont le même statut à mes yeux que Wembanyama. On les autorise pas à se faire tirer, pousser et bousculer toutes les 5 secondes. Ouais, après, bon, tu vois, c'est le début de sa carrière, Wembanyama. Oui, d'accord, mais bon. Tu vois,
Mais je suis d'accord, et d'ailleurs c'est aussi ce que D'Aaron Fox a dit. D'Aaron Fox, il dit, en même temps, il y a une énorme faute juste avant où Jaden McDaniels lui fait une clé de bras. Si la faute est sifflée, il y a aucun problème et il y a jamais. Exactement, exactement, Oui, mais d'accord, exactement. c'est vrai. Oui, d'accord, mais ok, c'est vrai. Mais n'empêche que si la faute n'est pas sifflée, et ça va lui arriver 150 000 fois à Wembanyama dans sa carrière, Probablement. que la faute soit pas sifflée, il peut pas se faire expulser à chaque fois derrière. C'est tout. Tu vois, je suis T'as absolument raison. d'accord avec toi. Ah ouais, non, mais Mais, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison. Il doit être, il doit garder son calme. Il ne Exactement. peut pas prendre la responsabilité. Enfin, sa responsabilité en tant que franchise player, c'est de garder la tête froide et de trouver un autre moyen d'exprimer cette frustration. Oui, Mais comme tu l'as très bien dit, s'il fait ça, si jamais ça devenait une réaction normale, et je pense pas que ça je le pense pas non deviendra plus. jamais, hein. Ouais, ouais. C'est pas du tout le genre du bonhomme. Mais si les équipes adverses commencent à se dire, tiens, si on le titille assez loin, il va finir par faire une faute et potentiellement se faire sortir. Et c'est ce qu'a dit Anthony Edwards. Il fallait absolument qu'on tire profit de son absence. C'est génial pour nous. Bah, tu m'étonnes. On a moyen de revenir à égalité. Et après, tu sais jamais. Si sur un malentendu, tu gagnes le 5e match à San Antonio, tu es tout à fait en mesure d'aller te qualifier. Hein. Ouais, et dans ce cas-là, on en reparlera de l'expulsion de Wembanyama, parce que Ah, pour mais l'instant, la complètement. conséquence de l'expulsion, elle est mineure. Bon, écoute, moi en plus, j'insiste un peu là-dessus, mais je pense aussi que, en fait, Wembanyama, depuis son arrivée en NBA, il est aussi problématique pour ses adversaires parce qu'il a pas de faiblesse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans le jeu, il a pas de faiblesse, en fait. Quand t'as Oui, je Wembanyama vois en très bien. face de toi, bah, t'es dans la merde, quoi qu'il arrive. Si par contre, il commence à montrer que c'est pas impossible de le sortir de son match et de lui faire péter les plombs, là, pour le coup, il est en train de mettre à jour une faille qu'énormément d'équipes vont s'empresser Ils vont tous d'exploiter. s'engouffrer là-dedans, Voilà. bien sûr. Tu vois, moi, là, je peux te dire un truc, c'est que du côté d'OKC, où les mecs, là, ils ont terminé leur série, ils sont bien tranquilles, ils ont vu Ouais. ça, les gars, ils sont en mode, parce qu'il y en a quelques-uns, des types qui sont capables de, tu vois, de te rentrer dans la tête et de te pourrir physiquement s'il faut. Oui, et Je pense tu qu'OKC, n'es pas sans savoir qu'il y a une drôle, enfin, il y a une tension ah oui. palpable entre lui et Chet Holmgren, et que ils le savent très bien du côté Et d'OKC. puis, dans le genre équipe qui a une rotation qui lui permet de se faire sortir un ou deux joueurs pour faire péter un plomb à Exactement. Wembanyama, il n'y a aucun problème à OKC. Donc, tu vois, je pense aussi qu'il doit faire très attention pour ça. C'est que là, il est vraiment... Enfin, tu vois, je veux dire, quand Mitch Johnson dit s'il n'est pas protégé, il va devoir se protéger tout seul. Bah non, mec, non, c'est débile de dire ça. Je comprends le principe, je comprends le raisonnement derrière. Je comprends que c'est une manière très logique de foutre la pression aux arbitres. C'est C'est ça, c'est extrêmement ça. important. Oui, non, mais ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un espèce de mind game qui est très normal, que tous les coachs font. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est très américain, j'ai envie de te dire. Et... C'est très dans la culture américaine. Exactement. L'autodéfance. J'ai le droit de porter une arme pour me défendre moi-même. Voilà, c'est ça. C'est ce délire-là qui est ancré. Mais dans les faits, je peux te dire que tous les futurs adversaires des Spurs, cette phrase-là, c'est idéal pour eux. Ça veut quand même dire que tu lui mets 2-3 taquets à Wembanyama, t'as une chance sur deux qu'il se fasse expulser derrière. C'est quand même absolument parfait. Donc, ok, l'idée de mettre la pression aux arbitres, mais il faut pas non plus être déconnant. Bon, voilà, écoute, maintenant, pour revenir sur le match à proprement parler, en fait, ce match-là, il y avait Anthony Edwards qui avait décidé de le remporter. Ouais, ça s'est joué à rien. Hein. Et il l'a fait, ouais. Ça s'est joué à rien parce que voilà, comme on a dit, cette équipe de San Antonio, elle commence à avoir un peu d'expérience sans Wembanyama, qu'il y a vraiment des joueurs extrêmement talentueux dans cette équipe. Mais voilà, Anthony Edwards, ça a été absolument énorme. C'est ce qu'on attend de lui dans ce contexte. Malgré le fait qu'il soit pas à 100%, il a porté son équipe. Et si Minnesota est à 2-2, c'est grâce à lui en très grande partie. D'ailleurs, j'ai bien aimé les réponses. Je sais pas si tu as vu l'interview de Stephen Castle après le match où tu as un journaliste qui lui dit, je sais plus exactement comment le journaliste formule ça, mais en gros, il lui dit, pourquoi Anthony Edwards vous a mis la misère? Qu'est-ce que vous avez mal fait? Stephen Castle lui dit, en fait, on a pas mal fait les choses. On a essayé de l'arrêter, on a essayé de contester ses tirs, mais c'est juste un très bon joueur. Et c'est assez juste, en fait. Anthony Edwards, ça fait partie de ces mecs qui, quand ils sont dans un grand soir, sont quasiment impossibles à arrêter. Sa performance n'est pas due à un manque de défense de la part des Spurs. Au contraire, Stephen Castle a vraiment essayé, notamment.
Mais voilà, il était monstrueux. C'est pas le seul à avoir fait un bon match aussi. Je crois que tu les as cités, mais Nasri dans sortie de banc, il est excellent. Toujours. Il fait des magnifiques Tellement. playoffs. Ouais. Rudy Gobert extrêmement impactant dans le quatrième quart-temps pour conclure notamment. Et voilà, moi dans l'absolu, je La persiste à penser défense de McDaniels, toujours. ouais, Élite de chez élite. détestable. Il est incroyable, Il ce est joueur. détestable. C'est le mec, il peut me faire un 5 sur 22 au tir. Ouais, tu lui Je peux pardonnes sans continuer problème. à regarder un match et me dire, il a fait un bon match, quoi. Ouais, tout à fait. Alors voilà, en fait, je pense quand même que j'aimerais bien avoir un peu plus de muscles au poste 3-4 du côté de San Antonio. Je pense que ça leur ferait pas de mal, tu vois, d'avoir un profil d'ailier fort, grand et costaud, capable de se frotter au Randle and Co. Ouais, ils ont bien réussi à freiner Randle, n'empêche. C'est un truc dont on avait parlé dans la preview, toi et moi. On savait pas trop comment San Antonio allait encaisser le choc. Ils ont totalement muselé Julius Randle dans cette Ouais, série tout à pour fait, l'instant. tout à fait. Je suis assez épaté. Et c'est souvent Stephen Castle qui scoltine le rideau défensif sur lui, quoi. Ouais, ce que le team C'est un tout. travail collectif, hein. Il y a Oui. plusieurs joueurs qui sont en rotation sur lui, mais ils ont une bonne leur système d'utiliser que ce soit Wembanyama ou Luke Cornet. Luke Cornet avec un peu moins. Luke Cornet a fait un excellent. Ouais, Cornet, il s'est bien battu, hein. Il a pas été Incroyable. ridicule du tout, hein. C'est Non, pas non, non. Wembanyama, c'est sûr, mais Mais franchement, leur système de rotation pour venir en aide dans la raquette à chaque fois que Julius Randle essaye de faire la différence à l'intérieur, c'est hyper bien pensé leur système. C'est c'est clair. incroyable comment ils sont tous. En fait, les Spurs, ils fonctionnent tellement dans un même élan que c'est pas forcément facile à percevoir. Mais la chorégraphie, je pourrais dire ça comme ça. C'est vrai, c'est vraiment ça quelque part. La chorégraphie défensive des Spurs pour gérer toutes les rotations, les aides, moi je vais là je vais là, et toi tu dois aller là, comment ils se croisent sur le terrain pour empêcher le moindre espace de se créer, c'est fascinant, c'est incroyable de discipline pour des joueurs qui sont souvent dans leur deuxième ou première année ou troisième année, c'est incroyable la rigueur dont ils font preuve dans leur rotation. Tout à fait. Je suis absolument épaté par tout ça, quoi. Et pourtant, franchement, l'absence de Wembanyama, elle complique énormément les choses. Tellement. C'est D'Aaron Fox qui l'a dit. Genre, en fait, ça leur ouvre tellement d'espace, ça leur ouvre tellement de possibilités. Il a dû le sentir, lui. Mais ouais, il a une influence qui est tellement grande que c'est impossible de la compenser, surtout face à une équipe comme Minnesota. Ils ont de la taille, ils ont du muscle, ils ont pas peur d'attaquer le cercle. Et c'est pour ça que cette absence, elle est aussi, elle a aussi un côté aussi frustrant. Et c'est aussi pour ça que, franchement, le match 5 de Wembanyama, moi j'ai très hâte de voir. Parce que les fou, grands ce match. joueurs, c'est ça aussi, tu vois. Ouais, Les grands fou, ce joueurs, match. c'est aussi avoir la capacité de faire oublier quand tu fais une connerie, en fait. Avoir la capacité de te faire pardonner. Là, Wembanyama, il a quand même l'occasion sur ce match 5 d'envoyer un message en mode les gars, vous avez bien profité parce que j'étais pas là, maintenant papa est revenu et attention. On parlait d'Anthony Edwards tout à l'heure. Anthony Edwards, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est aussi le sens du timing. Ouais. C'est un joueur ultra talentueux et qui a le don de comprendre le moment et de répondre présent dans le moment. C'est-à-dire, tu as besoin de planter un 3 points assassin, et ben, il va être le mec qui va être capable de le faire. De marquer un panier qui te pète le dos en pénétration, il est capable de le faire. Il a vraiment des capacités athlétiques et je sais pas, un espèce d'enthousiasme et de détermination sur le terrain. Il est vraiment fun. Elle est vraiment fun à regarder, cette équipe de Minnesota. C'est impossible de bouder son plaisir devant cette équipe, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis il a des côtés, je sais pas, il a des côtés. Alors c'est beaucoup du pas du narratif, mais ouais, il a des côtés attachants, Anthony Edwards. Enfin, tu vois, genre, là, il est quand même en train de nous faire des dingueries alors qu'on sait bien qu'il n'est pas à 100%. Genre, il s'est fait une hyper extension du genou il y a pas longtemps. Il nous fait un match incroyable. Derrière, il le dédie à sa mère décédée en 2015 parce que c'est la fête des mères, etc., etc. Enfin, tu vois, genre, il est fort pour créer une histoire qui est Ouais. qui fait, tu vois, qui fait envie, qui fait rêver, qui, tu vois, genre,
Qui est Tu vois, touchante, qui ouais. t'emporte, en fait. Bien Et sûr. en fait, c'est ça qui est marrant avec cette équipe de Minnesota, c'est que toi et moi, on est pour les Spurs, tu vois. On va pas, genre, je pense que n'importe qui a écouté les épisodes de ces dernières semaines a bien compris que on a envie de voir les Spurs passer, on a envie de voir Wembanyama passer. Cette équipe, elle nous enthousiasme, ce joueur, il nous fascine. N'empêche que ces Wolves là, bah, Mm. franchement, s'ils remportent cette série, il y aura rien d'autre à dire que chapeau. Et franchement, j'ai aucune, tu vois, j'aurais Non, aucune non, non, bien sûr. déception ni rien. Je serais juste, bah franchement, voilà, c'est ce que fait J'aurais cette équipe depuis quelques années, c'est incroyable. j'aurais une pointe de déception quand même, parce que les voir se faire rouler dessus par Thunder, ça va me faire chier quand même. Mais bon, ça me, ça, ça va me contrarier un poil quand même. Oui, mais moi aussi, ça va me contrarier, bien sûr, effectivement, de toute façon. Mais bon, en même temps, je veux dire, enfin, tu vois, ça fait 3 ans. 3 ans que les mecs, quand on fait les previews des playoffs, on les voit jamais à leur vrai niveau, tu vois. On les sous-estime tout le temps, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que tu vois là, t'es pas encore en train de les sous-estimer? Peut-être, probablement, si, je sais pas. Si j'avais dit 4-3 pour Denver et j'avais dit Denver gagnant parce que je suis pour Denver, tu vois, très clairement. Bon, j'avais bien peur de Minnesota dès le départ, hein. Je sais très bien à quel point, je veux dire, ils m'ont assez martyrisé mon équipe pour que je me méfie de ces gens-là. Tu m'étonnes. On va terminer sur les Cavaliers et les Pistons. Ce n'est pas toujours parfait, mais les performances de James Harden et Donovan Mitchell ont propulsé les Cavaliers à la victoire à 2 reprises à domicile face aux Pistons. Dans le Game 3, James Harden a su se montrer décisif dans le Money Time, alors que JB Bickerstaff s'est un peu embrouillé dans sa gestion attaque-défense en fin de match, alternant entre Ozar Thompson et Dennis Jenkins en fonction des situations, sans que cela se révèle vraiment payant. Dans le Game 4, Donovan Mitchell s'est montré impérial au début du 3e quart-temps en lançant une estocade offensive impressionnante avec un run de 22-0 pour entamer le 3e quart-temps. Il a scoré 21 points à lui seul, autant que l'effectif entier des Pistons sur le quart-temps. Lui et Harden ont cumulé 67 points. Evan Mobley a patrouillé la raquette magistralement avec 5 contres, auquel il a ajouté 3 interceptions. En face, Kate Cunningham a souffert, beaucoup de ballons perdus, une sensation qu'il a trop de responsabilités à la création, qu'il est un peu seul parfois à pouvoir créer de l'attaque. Jalen Duren a affiché un niveau de jeu inquiétant, 8 points, 2 rebonds, c'est absolument catastrophique. Ozar Thompson était totalement inefficace, un plus-minus de moins 27 sur ces 19 minutes de jeu. Il est largement le temps pour eux de se réveiller à domicile dans le Game 5 à venir. Laisser Cleveland se mettre en jambes pourrait se révéler fatal. Et Charlie, mon pronostic est toujours vivant. Tout à fait. Tout à fait. En fait, je pense que les joueurs ont écouté le dernier numéro du podcast parce que Je pense. le timing. Je l'ai envoyé à Donovan Mitchell. Je lui ai dit, écoute ça, mon gars. Non, mais je pense surtout, attends, quelque chose pour mon Cunningham, quand même. pronostic. Je veux dire, le timing est incroyable parce que le numéro de la dernière fois, on critique Harden et notamment son adresse extérieure. Dans la foulée, il met un énorme 3 points dans le Money Time. Et surtout, il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'on dit que Kate Cunningham est clutch dans les fins de match. Donc, on dit ça, le podcast sort vers 20h. 2 heures après, le mec nous pond des immondes pertes de balles dans le Money Time. Merci, les gars. Il en Beau perd timing. 3 catastrophiques. C'était Ah monstrueux. ouais, vraiment, le timing est absolument catastrophique. Écoute, moi, sur le match 3, quand Détroit est passé devant vers la fin du 3e quart-temps, là, franchement, j'ai eu peur pour les Cavs, hein. Ils flirtaient avec les 20 points d'avance à l'entame du 3e quart-temps s'ils s'étaient fait remonter comme ça et qu'ils avaient perdu le match dans la foulée, mais ça aurait été catastrophique. Sur ce match 4, on a eu un Donovan Mitchell en mission pour ramener les deux équipes à égalité. Et pourtant, Détroit était en tête à la mi-temps, hein, notamment parce que, apparemment, en première période, personne n'avait prévenu Donovan Mitchell que le match avait commencé. Non, puis James Harden a commencé sur les chapeaux de roue ce match 4. Donovan Mitchell, il dormait en première mi-temps. Oui, d'accord. Mais ses premiers points à la fin du deuxième quart. Je pense qu'il a laissé aussi Harden continuer sur sa lancée. Et dans le deuxième quart-temps, quand ils ont commencé un peu à cafouiller l'histoire, c'est là qu'on attendait que Donovan Mitchell rentre dans la danse. Et on se disait, à juste titre, bon, il vient ou il vient pas, Donovan? Et là, le troisième quart-temps, il a... il a répondu à l'appel, quoi. Ouais, c'est surtout qu'en fait, il a commencé à rentrer ses shoots, parce qu'en première mi-temps, le problème, c'est qu'il rentrait pas ses shoots. Il en a pris quelques-uns, quand même, mais... Ouais.
Mais écoute, ouais, il a été monstrueux, hein, 21 points inscrits dans le troisième quart, 18 dans le quatrième, et globalement, le troisième quart-temps des Cavs, il est remarquable. Ils mettent beaucoup de rythme, ils laissent absolument pas le temps à Détroit d'installer sa défense sur demi-terrain, et par séquence, on a presque retrouvé des vibes de l'attaque des Cavs de la saison dernière, tu vois, avec un bon mouvement de balle rapide, de la variété, des bonnes lectures d'Arden aussi, et vraiment la sensation que la défense de Détroit était complètement dépassée, et ça, pour le coup, moi, c'est vraiment la première fois depuis le début de la série que j'ai cette sensation-là. Donc je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, on a vu là ce que les Cavs doivent faire pour perturber la défense très physique de Détroit. Tu vois, quand on a fait la preview, je te disais que je pensais pas du tout que l'attaque de Cleveland serait capable de déborder la défense de Détroit parce que ce visage-là des Cavs, on l'avait trop peu vu cette saison et que j'avais pas confiance en leur capacité à s'y mettre tout à coup face à une défense capable d'être aussi oppressante. Bon, bah, s'ils arrivent à retrouver ce mouvement de balle là sur les prochains matchs, mon avis pourrait changer. Parce que voilà, globalement sur ce troisième quart, je crois qu'ils mettent un 22-0, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et non seulement ils ont bien attaqué, mais ils ont aussi été efficaces en défense. Evan Mobley notamment a été bon dans ce domaine. Et là, on en revient à un des très grands défauts de cette équipe de Détroit, c'est que on l'a dit, répété, et tu l'as redit là, l'attaque repose beaucoup trop sur Kate Cunningham, les relais sont trop peu nombreux. Jalen Duren est aux abonnés absents. Tobias Harris, il a beau faire de superbes playoffs, mais il faut arrêter d'en attendre bons et merveilles. Osar Thompson, bah, il est juste ignoré par la défense des Cavs et on peut difficilement leur donner tort. Là, on a eu le Caris Levert game Ouais, c'est ça. C'est ça. avec 24 points, mais bon. Dennis Jenkins a eu du mal, lui, pour le coup, à trouver de l'efficacité offensive. Mais oui, Caris Levert a eu la main chaude, mais tu peux pas t'attendre. Tu peux pas parier là, tu peux Bah pas non, voilà, parier c'est ça. là-dessus. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Ouais, la dernière fois, tu vois, on avait critiqué Mobley et son match à un rebond. Là, franchement, il a fait le boulot sur les derniers matchs au combat avec Duren. Parfois, je trouve que c'est bien qu'il se soit pas enfoncé. Et voilà, écoute, Donovan Mitchell, de toute façon, quand il est comme ça, il n'y a pas grand-chose à redire. Je veux dire, en deuxième mi-temps, franchement, il leur fait la totale. La panoplie offensive de ce mec, elle est incroyable. Il y a du drive, il y a du shoot à 3 points, il y a du mi-distance. Il est beau. Il est beau. Il est esthétiquement plaisant à regarder jouer. Il y a des tirs sur lesquels il est bien défendu en plus, quoi. Mais il y a aucun problème, ça fait filoche. Et c'est ça qu'on attend de lui en playoff. On sait que c'est un attaquant exceptionnel. Alors évidemment, on va pas lui en demander de mettre 40 de moyenne, mais franchement, jusqu'à présent, dans cette campagne de playoff, on était quand même un peu sur notre fin le concernant. Donc ça fait plaisir de voir ce match-là. Il a des défauts de Donovan Mitchell. Défensivement, c'est pas le meilleur. Il a tendance parfois à avoir un peu c'est un coffre à ballon. Oui, voilà. Des fois, il a un peu les œillères, il ressort pas les ballons, il fait un peu trop de hero ball. Après, quand tu mets 40 points, t'as le droit d'être un coffre à ballon, tu vois. Mais... oui, voilà. Non, mais et de temps en temps, on se tape le Donovan Mitchell des bons soirs et où c'est excessivement fun à regarder. Je pense que tu es un jeune fan de NBA, tu regardes Donovan Mitchell, sur un bon soir, tu as l'impression que c'est le meilleur joueur de la ligue, quoi, très clairement. Il est absolument magnifique à regarder. La technique de ce mec-là, ballon en main, c'est quand même assez impressionnant. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de sexy dans sa façon de jouer à ce joueur. Ouais, puis il est capable de mettre des cartons. Enfin, ces dernières années, il a plusieurs rencontres à 50 points. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. Ah non, c'est un joueur magnifique. Mais voilà, après, j'ai mes doutes sur le fait que ce soit un numéro 1 dans une franchise. Ça, c'est un autre débat qu'on va pas avoir maintenant, parce que je voudrais parler de plus généralement de la dynamique entre les Cavaliers et les Pistons. Et très sincèrement, alors là, c'est très difficile parce qu'on a eu 2 matchs à domicile pour Détroit remportés par Détroit, 2 matchs pour Cleveland à domicile remportés par Cleveland. À chaque fois, il y a eu c'est toujours un peu sur le courant alternatif, et puis finalement, tu as une équipe qui arrive à prendre le dessus à un moment ou à un autre, de façon plus ou moins décisive, plus ou moins totale. Enfin bref. Et tu as des performances de joueurs qui, moi, m'interpellent quand même. Et là, le secteur intérieur, le fait que Jalen Duren se fasse croquer absolument sur les 2 matchs avec Cleveland, ça m'interroge beaucoup quand même. Parce que là, grosso modo, les Pistons s'en remettent à Paul Reed pour s'en sortir bientôt, quoi. Putain, mais donner plus de temps de jeu à ce mec, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir plus de temps de jeu, Paul Reed, c'est fou. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est pareil. Pour moi, c'est pas forcément un bon signe que tu en arrives à cette conclusion-là, quoi. Donc, et pareil, Isaiah Stewart, je comprends pas pourquoi il joue peu.
Il joue très très peu. Il a un impact quand même pas terrible, Stewart. Ah non, mais complètement. Il y a pas à tortiller du tout sur ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Détroit, tout d'un coup, me semble être un peu court en termes de solutions, en termes de réponses. Et je sais pas si dire, ah ben il suffit que Kate Cunningham fasse un meilleur match pour que ça se passe bien. Je sais pas si c'est ça la solution. Mais est-ce que tu penses pas justement qu'un Paul Reed, par exemple, il facilite aussi un peu la vie de Kate Cunningham parce qu'il écarte Ah quand même si, un parce peu qu'il plus de jeu, il ouvre le jeu, Ah ouais. oui, c'est Bien ça. sûr. Moi, je pense que c'est aussi pour ça, en fait, que c'est important de lui donner plus de temps de jeu. Alors, certes, ça coïncide avec cette faillite absolue de Jalen Duren, qui est pas du tout au niveau attendu, qui est la grande déception de cette équipe. Euh, mais, mais, mais en fait, tu vois, je veux dire, tu peux profiter de cette situation compliquée pour l'équipe pour trouver des opportunités qui vont te Ouais, permettre autre chose. Et moi, je trouve que la présence de Paul Reed sur le parquet, elle ouvre des possibilités pour cette équipe qui sont pas inintéressantes, quoi. complètement. Et en face, pour le coup, Evan Mobley, lui, j'ai l'impression qu'il se sent de plus en plus à l'aise Ouais. sur le terrain. J'ai l'impression que d'un point de vue collectif, il y a une dynamique qui se crée de plus en plus. Euh, Comment il s'appelle, Max Strus, je le trouve, tu vois, il a pas été grandiose la nuit dernière, mais je trouve qu'il est très bon dans l'énergie qu'il apporte en sortie de banc. Dennis Schroeder aussi, Sam Merrill aussi, qui pourtant a pas été le plus adroit également dans le match 4. Mais j'ai l'impression que collectivement, Cleveland, tout d'un coup, a plus de solutions à proposer. Donc j'ai vraiment hâte de voir le match 5, parce que Pareil. si Détroit s'incline dans ce match 5, ou si Cleveland arrive à aller chercher ce match 5 à Détroit, il retourne à la maison pour le match 6, et là, il y a une belle opportunité pour les Cavaliers de se qualifier en finale de conférence, Ouais. ce qu'on n'aurait pas cru après les 2 premiers matchs. Sachant et là, que tout d'un coup, j'ai l'impression que ça tousse un peu quand même côté Pistons. je rappelle qu'au dernier épisode, donc quand Détroit menait 2-0, tu m'as dit ouais mais t'inquiète, Cleveland va quand même gagner 4-2. Et je t'ai ri au nez en te disant ah ils vont perdre les 4 prochains matchs comme si c'était possible. Écoute, si ça arrive, franchement, je ferai mon mea culpa. Mais honnêtement, franchement, Jalen Duren, c'est dur de comprendre là ce qui se passe. Je veux dire, en fait, c'est violent, Charles. ouais, parce que y a mal okay, au cœur pour lui. il y a les problèmes de faute, il y a les problèmes d'impact, mais franchement, même dans l'attitude, je suis désolé, mais Ouais. sur le match 4, là, quand il revient sur le parquet dans le 4e quart, et putain, mais mec, tu dois avoir la bave aux lèvres. Il y a cette situation où Kate Cunningham le trouve esselé à l'intérieur et où en fait il s'attend pas du tout à recevoir la gonfle, donc il échappe le ballon. Alors ok, Kate Cunningham feinte de prendre le shoot avant de lui faire la passe, ça peut expliquer un peu ça, mais en fait je trouve que c'est tellement symbolique de ces playoffs où il a jamais semblé être en phase ni avec son équipe ni même avec le statut en fait qu'il est censé avoir. Non, il tient pas la balle. À chaque fois qu'il a la balle, à chaque fois, t'as soit Mobley, soit Jarrett Allen qui vient au contact, et t'as toujours quelqu'un, notamment, idéalement, c'est le défenseur d'Ozar Thompson ou un autre, mais à chaque fois, ils font le pari de venir lui taper la balle, et le nombre de ballons qu'il cafouille, qu'il perd, ou qu'il s'empresse de redonner immédiatement, ce qui le rend totalement transparent. En fait, je me demande à quel point. C'est pas possible. Je me demande à quel point il est pas en train de lâcher un peu mentalement, tu vois. Alors, Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, parce je que pense qu'il est en train. en fait, tu vois, son retour là dans le 4e quart, bah, il est anodin as fuck. Enfin, je veux dire, qu'il soit là ou pas là, c'est quasiment la même. Et en fait, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'au moment où il se fait sortir dans le 3e quart, mais en fait, c'est Paul Reed qui interrompt le run des Cavs. Tu vois, c'est son remplaçant qui vient un peu arrêter cette espèce il vient taper un gros dunk. Ouais, où tu t'attendais une réaction de la part de Détroit, et c'est Paul Reed qui vient enfin briser le truc et dire on est là, quoi. Voilà, et tu vois, t'as Jalen Duren qui voit tout ça depuis le banc et qui se dit mais ça devrait être moi en fait, ce mec-là. Et le mec il rentre et c'est catastrophique. Enfin, il rentre dans le 4e et c'est pas bon. Et ouais, j'espère qu'il est pas en train de lâcher parce que bah cette équipe elle a besoin de lui, tu vois, elle a besoin de lui pour espérer continuer à batailler dans cette série. Elle a besoin de lui dans sa construction. Il faut surtout pas que cette campagne de playoff elle soit tu vois qu'elle représente un traumatisme pour Jalen Duren parce que ce serait vraiment trop dommage. Mais la liste des travaux à réaliser cet été est énorme. Ouais, mais honnêtement, moi, je suis désolé.
quel que soit le vainqueur, la tâche va être compliquée en finale de conférence. Oui, quel que soit le vainqueur, je suis tout à fait d'accord. Franchement, Je peux pas voir ces deux équipes. À quel point elles arrivent à se. Mais là, on a deux séries avec chacune, elles ont eu un adversaire différent au premier tour. ouais, Là, on les voit l'une contre l'autre désormais. Moi, c'est ce côté courant alternatif permanent exactement. qui m'effraie. J'ai l'impression. Je sais que la saison dernière, la série m'avait beaucoup plu entre Détroit et New York. Et Détroit avait vraiment tenu tête. Mais là, j'ai du mal à comprendre comment ils vont pas se faire Bah, les Knicks sont absolument beaucoup plus forts. atomiser à Ouais. l'intérieur si Jalen Duren est sur ce mode-là, quoi. Ouais, et puis moi, l'autre problème que j'ai aussi, c'est franchement, je suis désolé, mais les Cavs, c'est une défense qui est moyenne. En plus, ouais, Et pourtant, ils les font tellement déjouer. grave. Honnêtement, face aux Knicks en finale de conférence, ou pire encore, face à l'équipe de l'Ouest qui ira en finale, le niveau défensif, il sera pas le même. Ça va être plus énervé. Et ça, moi, j'avoue que quand je vois à quel point l'attaque de Détroit bafouille face à la défense moyenne des Cavs, je me dis, mais tu peux pas espérer plus, en fait. Donc ouais, j'ai un peu du mal à... J'ai un peu du mal à m'enthousiasmer pour cette série, quoi. Je trouve que la série, elle est assez décevante sur beaucoup Je suis d'aspects. d'accord avec toi, mais pour le coup, le match 5 Oui, me donne très, très envie. oui, Je pense que oui, mais le c'est... match 5, il donne aussi envie parce qu'on est un peu en mode ah bah tiens, un tel, il a des choses à se faire pardonner, un tel, tu vois, genre, il y a aussi Ouais, un ouais. peu le côté, vous nous avez tellement déçus, les gars, que là, on a des attentes pour la suite. Franchement, le match 5, ça va vraiment être un révélateur du trait de caractère de beaucoup de joueurs. Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de moment, c'est que t'as plutôt pas intérêt à avoir la main qui tremble à ce moment-là, quoi. Tout à Et fait. franchement, on peut avoir des surprises. Et c'est drôle parce que toi et moi, on a dit, ça se trouve, James Harden, à un moment ou à un autre, pourrait se racheter. C'est jamais définitif, tout ça. C'est pas parce qu'il a 15 ans derrière lui de moments où il a totalement disparu sous la pression qu'il va le faire tout le temps, tu vois. Ouais. Qui sait? Qui sait? On ne sait pas. Mais là, je te dis, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce match 4, c'est la dynamique collective, qui est brouillée en partie parce que Cleveland jouait à domicile. Au final, chacun a tenu son parquet. On verra si qui arrive à faire bouger les lignes. Et le match 5, il y a une sacrée opportunité pour Cleveland Ah quand bah, c'est même. le match bascule par excellence. Ouais. Voilà. Qui, eux, sont sur une dynamique de victoire. Et là, je vais te dire, s'il y a un moment ou un autre, tu dois remporter le truc, c'est maintenant, quoi. C'est sûr. C'est sûr et certain. Bref, on verra bien. J'ai hâte de voir ces deux matchs 5 là. Je pense qu'on va se régaler. Il nous reste plus que ça, de toute façon. Ça y est, on commence vraiment à écrémer à fond les rencontres. Ouais. Charlie, merci de m'avoir accompagné. Écoute, alors attends, je veux juste revenir Oui. une petite seconde. Juste avant, quand on parlait des Lakers, j'ai dit que je voyais Ayton opt-in, donc prendre sa player Qu'il y avait une option joueur, ouais. The Athletic vient d'annoncer qu'a priori, il allait plutôt opt-out, et donc j'ai un très grand sourire. Mais il est fou. Bah, visiblement, il estime que son premier tour lui permettrait de toucher plus. Allez-y, les gars. Il est fou, mais il est drôle. Ouais, Il a le c'est sens ça. de l'humour d'Andre Ayton. On peut pas lui enlever ça. Il est fou, mais au moins, il croit en lui, et ça, bravo à lui. Ouais. Mec, il a un manque de lucidité sur lui-même, mais il a le sens de l'humour. il a une autodérision qui est assez drôle. Ok, très bien, vas-y, gars. Il n'y a pas de problème. On te regarde, vas-y, pars devant. Charlie, toi et moi, on se retrouve probablement vendredi, je pense. Parfait. Que c'est comme ça que ça va se passer, parce qu'on aura eu tous les matchs... on aura eu les matchs 5. Et on Oui, sera... tout à fait, on aura eu les matchs 5, ouais. Et on aura eu les matchs 6 aussi, non? Non, les matchs 6, ils sont dans la nuit de vendredi à samedi. Ah, ok. Bon, tant pis pour nous. Et ben, on aura eu les matchs 5. Donc, on parlera des matchs 5 dans un épisode plus court qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Tout à fait. Charlie, merci beaucoup, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Et on se dit à vendredi. D'ici là, passez une excellente semaine. À ciao, bye bye.